Ok. Je m'appelle Jérôme Grignon, je suis aussi consultant chez Sphere comme Nicolas et également sur tout ce qui est technologie web, que ce soit tout particulièrement Angular et tout ce qui est testing et ce qui m'amène à venir vous voir aujourd'hui. Pour commencer, donc on va passer du coup les 35-40 prochaines minutes à parler de tests, des tests visuels et aussi des solutions finalement qui existent, qui sont déjà bien adoptées par la communauté, également des solutions émergentes qui arrivent aujourd'hui et qui évidemment vont venir répondre à des problématiques sous-jacentes dans l'implémentation des tests visuels dans nos workflows de développeurs. Et dans un premier temps, on va s'attarder finalement sur la première partie du titre de cette présentation, la partie vraiment visual testing. Visual testing, c'est quoi? Il s'agit finalement d'aller mettre à l'épreuve le rendu des interfaces qu'on a créées en tant que développeur pour s'assurer de leur cohérence par rapport à une base de référence qu'on aura définie. Alors, pas forcément nous-mêmes, par des équipes associées, des équipes métiers, des équipes de designers. Et donc, nous allons pouvoir, du coup, avec nos tests visuels, finalement mettre à l'épreuve le rendu statique de nos applications, mais également le comportement qu'on va pouvoir observer dans différentes situations ou différents environnements. Donc, l'objectif est bien de s'assurer que ce qu'on va tester correspond à l'expérience de nos utilisateurs finaux. Le comportement, forcément, il va pouvoir différer à cause de différentes raisons. Déjà, le navigateur, qu'on utilise Chrome, Firefox, Edge ou même encore, pour certaines contraintes, Internet Explorer. On a également toutes les contraintes liées au dimensionnement de l'écran, qu'on soit sur un petit téléphone ou sur un widescreen. Et finalement, la communication qu'on va faire avec des tierces parties comme une API vont faire que ce soit sur la communication en elle-même ou sur le rendu de données dont le format, dont les dimensions vont pouvoir mettre à mal nos applications, et ça, on va avoir besoin de le tester. Ces tests visuels également, c'est toute une question de perception. Ces perceptions, on n'a pas tous la même, qui fait que sur différents types de rendus, on peut arriver du coup à des écrans qu'on ne va pas réussir à comprendre. Et cette perception, c'est aussi des fois une page vide pour certains, puisqu'elle n'est pas forcément que visuelle, elle peut être auditive. Et il est important, du coup, dans nos tests, de bien prendre en compte ceci. Et donc, sur les problématiques d'accessibilité sont bien réelles. Et on doit s'assurer que finalement, ce qu'on représente à l'écran peut être perceptible de différentes façons. Et donc, en prenant l'exemple d'une div qui aura juste comme texte un clic, du coup, ce n'est pas un vrai bouton. Et un lecteur d'écran ne verrait finalement qu'un texte sur lequel serait marqué clic. Donc, au-delà du style qu'on va pouvoir donner à un bouton, au-delà du comportement de l'application qui va aller avec, ça ne va pas être suffisant pour tous les publics. Pour tout ce qui est test visuel, on a déjà des solutions qui existent, qu'on connaît, qui sont Percy ou ApplyTools, qui vont permettre d'aller tester le rendu de nos applications. C'est des technologies qui vont utiliser soit du pixel perfect, pour s'assurer qu'au moindre pixel près, on n'a pas de différence dans le rendu de nos applications, ou alors utiliser même de l'IA pour aller avoir un réglage plus fin des changements qu'on va venir tester pour éviter des faux positifs. Cependant, dans leur propre réglementaire, il est clair que ces outils sont faits pour évaluer les changements visuels et les régressions visuelles. C'est-à-dire qu'elles vont présupposer l'existence d'un modèle de référence, ce hold qui est là, qu'on appelle Gold Master, et qui va servir finalement de référence en attente de nouveaux changements qui sont évalués et qui vont, en fonction du coup des revues qui sont faites dessus, vont permettre de pouvoir potentiellement faire que le new devienne le futur old. Donc ça, c'est déjà une problématique dans nos tests visuels. La deuxième, c'est l'utilisation de ces outils finalement dans notre workflow de développeurs qui vont mal s'intégrer dans une feedback loop et qui vont ralentir énormément tout le travail d'itération qu'on va faire en tant que développeur pour pouvoir arriver au bout d'un travail. Parce que vu qu'ils vont arriver du coup à la fin de notre développement sur la CI, ils vont présupposer que le travail qu'on va livrer à la CI est déjà un travail déjà qui est fini. Donc, c'est quelque chose qui va servir à valider un travail ou à l'invalider en fonction du résultat, mais qui ne va pas servir du coup à rapidement voir où on en est rendu
en cours de développement. Et donc, c'est là qu'on va parler de la partie driven développement, les outils et les tests visuels qui sont faits pour nous pendant qu'on est vraiment en phase de développement. Euh, donc, parce que les solutions, comme je disais, les solutions précédentes sont bien, mais ne sont pas adaptées à notre niveau, puisque elles vont interagir finalement un peu trop tard. Pour bien tester finalement quelque chose pour nous en cours de développement, il y a plusieurs prérequis. Quand on va vouloir aller tester une page, tester un composant, on a le prérequis de facilité d'accès. Il faut s'assurer que finalement, on ait potentiellement une connexion qui marche bien, sachant que la connexion n'est pas forcément gérée par l'application, elle est gérée par un tierce, que ce tierce soit un micro-frontend, que ce soit une application dédiée, que ce soit un host provider qu'on utilise. Ça peut demander aussi un état particulier. On a différents personas dans l'application et il faut trouver du coup le bon persona pour pouvoir reproduire le phénomène. Et finalement, des fois, et pour beaucoup de cas, accéder à une partie de l'application qu'on va vouloir modifier ou même créer demande déjà de passer par tout un parcours utilisateur. C'est toujours quelque chose qui est contraignant, qu'on retrouve de manière très régulière. Il y a la problématique aussi de capacité de reproduction. Capacité de reproduction, là, souvent en plus liée au jeu de données qu'on va avoir. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on a déjà fait des actions sur un jeu de données? Comment on fait pour, du coup, pour le remettre à zéro, le régénérer et potentiellement, ces jeux de données, on n'est pas seul acteur dessus. On a des jeux de données du coup dont la modification est faite par un tierce. On a par exemple des équipes de gestionnaires quand on est sur des validations côté métier d'un workflow. Également, la problématique qu'on va avoir quand on va venir tester nos applications, c'est qu'elle présuppose souvent que les tâches sont ordonnées, c'est-à-dire que pour un parcours utilisateur, on va développer en premier la première page, ensuite la deuxième page. Cependant, des fois, pour des raisons de budget, pour des raisons d'accélération et dans notre travail, la deuxième page va être faite en parallèle. Et c'est vrai que souvent, nos outils ne vont pas permettre de tester ça correctement. Et finalement, qui regroupe aussi pas mal des informations précédentes, c'est le besoin d'un environnement dev opérant. Environnement dev opérant, du coup, c'est d'avoir accès à toutes les ressources tierces qu'on va avoir besoin pour lancer l'application et qu'elles marchent bien. Donc pareil, si on a des décalages entre un développement front et un développement back, on est vite sur des problématiques. Et donc finalement, par rapport à ça, le constat et la problématique, c'est que si on peut forcément lancer nos applications de manière localement, donc avec les différents outils qu'on va avoir pour permettre de lancer en localhost nos applications dans le navigateur, ça ne va pas nous permettre forcément d'aller rapidement faire les tests visuels qu'on veut. On va vite être contraint par différentes problématiques qui vont venir nous embêter. La solution, c'est que finalement, par rapport à tout un parcours qu'on fléchait, qu'on va faire dans l'application, au final, c'est plein de petits blocs au fur et à mesure qui vont venir s'imbriquer dans nos pages. Et l'idée, justement, c'est d'aller voir, du coup, dans ce petit détail-là, c'est d'isoler finalement des parties de l'application pour pouvoir finalement les rendre en isolation. Donc, l'objectif, c'est de se dire que on a déjà ces briques qu'on appelle composants, et on va aller tester ces composants, ou en tout cas des briques de composants de manière un peu plus unitaire. On a déjà, dans nos environnements dev, un lieu où ces composants vivent déjà en isolation, puisque en isolation, ils ont besoin toujours d'un contexte. Autant l'application a besoin de son contexte, autant un composant, même dans la plus petite isolation, aura besoin d'un minimum de choses pour faire fonctionner, à minima des props, et sinon, ça peut être des communications avec d'autres services. Et du coup, on a déjà justement cet endroit où on va pouvoir se servir de ce contexte, c'est nos tests de composants. Donc avec différentes librairies de tests qu'on va pouvoir utiliser, comme Karma, comme Jest, qui offrent une API qui va permettre de tester ça. Et donc l'idée justement, c'est de pouvoir se dire que même en isolation, on est capable de faire tourner une partie de notre application. La première solution qui existe, c'est Jest Preview. Jest Preview et son petit frère qui est juste en dessous, qui est Vitest Preview, c'est deux outils de librairie du même auteur qui ont du coup pour objectif de venir se brancher directement justement sur ces tests de composants pour permettre d'avoir un rendu.
C'est deux applications qui permettent de tester alors, des composants pour différents frameworks. On a React, Vue, Solid.js, Svelte de manière native, puisque sous le capot, c'est Vite qui est utilisé. Et avec quelques petits ajustements, c'est possible également avec Angular. En prenant l'exemple du boilerplate qui va nous créer une petite application React par défaut, hein, c'est ce qu'on a quand on crée une application React avec un petit hello et un petit bouton qui nous fait un counter. Euh, on peut isoler du coup ce test dans un composant. Donc là, avec Jest, hein, avec un container render app, on est capable du coup de tester un composant. C'est quelque chose qu'on va faire déjà du coup sur des tests de composants avec React ici. Et là, pour le coup, en utilisant du testing library pour faire juste 2 clics sur le bouton histoire d'incrémenter, je vais utiliser en dernière ligne preview.debug, donc cette librairie Jest Preview qui me permet de ça, et qui va pouvoir avoir pour effet de m'ouvrir finalement un rendu de l'application. Donc un rendu du composant en isolation. Un rendu du composant en isolation, et comme on le voit du coup ici à l'écran, c'est du coup le compteur sur le bouton est passé à 2. C'est-à-dire que Jest Preview va faire un rendu non pas seulement du composant, mais du composant du coup dans son contexte au moment où on a voulu l'utiliser. Et c'est vraiment au moment où on a voulu l'utiliser, c'est-à-dire que si j'essayais de faire mon preview.debug avant de cliquer sur les boutons, mon rendu, ce serait que le compteur serait à 0. Donc l'avantage de cette première solution, bah, c'est qu'on est sur quelque chose qui vient se brancher déjà sur un contexte qu'on a déjà, un contexte en termes d'API, c'est-à-dire les API qu'on va utiliser pour faire nos tests de composants, et justement ces tests de composants qu'on a déjà dans nos applications. Par contre, du coup, c'est un outil qui a pas mal de limites. On n'est pas encore sur une version stable. On est en V0.3. Donc sur GitHub, il y a pas mal d'issues qui sont ouvertes, autant sur des demandes de contribution que sur des bugs qui ont été détectés. Mais c'est quand même quelque chose qui a une bonne base et qui fonctionne quand même. Problématique, c'est que du coup, chaque test visuel est manuel, c'est-à-dire que si ce n'est la volonté de nous-mêmes d'aller tester du coup comment l'application va être rendue en écrivant ce preview.debug, c'est pas quelque chose qui va être exploitable au-delà, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir proposer à l'extérieur au public, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir tester sur NCI. Ça demande forcément de tester unitairement, puisque finalement, c'est vraiment un rendu visuel qu'on va aller voir. Donc, pour chaque test, on va vouloir faire ça, on va devoir mettre ce petit preview.debug. Et ensuite, dernière problématique, c'est que c'est vraiment une image statique du DOM, c'est vraiment une photocopie. C'est-à-dire que si, pour revenir dessus, si sur cette représentation, je cliquais à la main sur le bouton, il n'y aurait pas de changement. C'est vraiment, vraiment purement statique. Deuxième solution, Playwright. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent Playwright. Playwright, c'est une solution de test d'automatisation des navigateurs. Donc là, on passe au cran au-dessus, on est sur une vraie librairie pour faire des tests à part entière. C'est une solution du coup qui est assez récente, qui a 2-3 ans, qui a été créée par les anciens de chez Selenium et qui a pour objectif principal de faire du test end-to-end, du front au back, de tester du coup l'entièreté de votre application. Mais aujourd'hui, du coup, qui commence à se diversifier justement pour aller tester des éléments un peu plus en isolation pour nous permettre de nous faciliter le travail. Comme vous ne connaissez pas, ça va votre servir, mais je vais le dire comme détail quand même. On est quand même sur un petit outsider, en tout cas dans le développement actuel des fonctionnalités de Playwright par rapport au test visuel, puisque c'est vraiment pas son objectif. On a une solution du coup de debug qui va nous être proposée, qui va être assez similaire à ce que je vous ai montré pour Jest Preview, mais sur quelque chose du coup qui est très très limité à l'heure actuelle. Histoire de montrer un petit peu de syntaxe, on est finalement sur quelque chose qui, même si l'API est différente, ressemble pas mal. On ne fait pas un render, ici on fait un mount, et on est capable après de faire différentes opérations dessus. La syntaxe pour aller cliquer est également différente. De base, en lançant Playwright, la différence c'est qu'on va pas avoir un rendu immédiat. Il faudrait du coup, pour avoir le rendu qu'on avait tout à l'heure, lancer du coup une commande à la main pour voir ça. Donc c'est pour ça que c'est pas un outil qui aujourd'hui de fait est fait
pour des tests visuels. Par contre, c'est quelque chose sur lequel il faut être curieux, puisque ce qui nous manque en fait véritablement aujourd'hui, qui est communiqué à l'équipe en charge du développement, c'est vraiment une fonction watch qui va permettre de voir en temps réel les changements qu'on va faire et comment ça va impacter dessus. C'est une fonctionnalité qui est disponible un peu pour tout le monde au niveau framework, sauf pour Angular actuellement. Pour Angular, du coup, il y a une librairie qui a été créée qui s'appelle Playwright City, Angular City, du coup, pour component testing, qui est en phase d'être intégrée, du coup, au framework Playwright directement, avec quelques adaptations qui a besoin en plus, du coup, sur la façon d'écrire les composants Angular pour que tout fonctionne bien. Pour résumer, côté avantage, ici, on est vraiment sur l'utilisation d'un vrai outil de test automatisé. Donc l'avantage, c'est qu'on va être sur quelque chose qui va nous suivre jusqu'à la CI, mais également du coup sur les phases de développement, contrairement aux solutions qu'on avait avec Percy ApplyTools. C'est aussi un outil qui permet de tester en parallèle plusieurs navigateurs. Donc toutes les complexités qu'on va avoir avec les usages de différents navigateurs et leurs différentes implémentations qu'on va voir à l'intérieur, on va pouvoir le tester très très rapidement. C'est un outil qui est très performant à ce niveau-là. Et la limite dont je parlais, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de mode watch. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une curiosité en termes de test visuel. C'est quelque chose qui peut être intéressant à garder en tête si les choses évoluent. Autre outil, Cypress. Alors Cypress sur sa partie component testing, parce que Cypress c'est un autre outil de test d'automatisation comme Playwright, qui est beaucoup plus connu, parce que c'est quelque chose qui est plus ancien, qui a 6-7 ans, contrairement à Playwright qui a 2-3 ans. Et là où Playwright est un produit open source qui est géré par Microsoft, Cypress est une organisation à part entière et qui a besoin elle-même du coup de se financer. Donc elle est dans un marketing un peu plus virulent pour forcément trouver des fonds, trouver du support pour pouvoir continuer à vivre et avoir leurs développeurs qui travaillent à temps plein dessus. Ce qui va changer cette fois-ci avec Cypress, c'est que Cypress, ce qui fait que c'est un outil qui est assez apprécié des développeurs, c'est que c'est un outil qui va offrir une interface visuelle qui va vraiment permettre de piloter tous ces tests, de savoir l'ensemble des tests qu'on a dans notre application. On va être capable, on le voit en haut à droite, de choisir même le navigateur dans lequel les tests vont être lancés. Et tous nos tests, en fait, vont être lancés dans une iframe que va générer Cypress. Donc, on va voir l'avantage d'être dans le contexte du navigateur qu'on connaît très bien, avec par contre ses inconvénients, l'iframe limitant l'usage, par exemple, de tests sur différents onglets, pose des complexités pour tout ce qui est sécurité web, même si il s'améliore à ce niveau-là. Côté syntaxe, on va retrouver du coup quelque chose qui reste toujours assez similaire. Là, on est sur un CI.mount, le CI étant la marque de fabrique de Cypress pour la base de l'utilisation de son API. La différence, ça va être vraiment sur le rendu, puisque là, on va arriver sur l'interface que va proposer Cypress. On va avoir du coup le rendu tel on pouvait l'avoir sur la partie droite pour les autres, qui finalement est la même chose, puisque c'est l'objectif. Mais on a quand même déjà quelques éléments différenciants. On retrouve du coup le navigateur, parce qu'on peut jouer avec. On retrouve aussi la possibilité de changer les dimensions d'écran pour voir comment nos composants se comportent sur différentes dimensions d'écran. Et sur la partie de gauche, il y a tout un déroulé finalement de l'exécution du test qui se fait. Donc pour chaque étape des tests, chaque clic, chaque interaction, chaque même assertion qu'on va vouloir faire pour s'assurer que entre l'attendu et le réel, tout soit OK, on va voir du coup un déroulé qui va être fait, sur lequel on va même pouvoir aller sélectionner chaque ligne pour voir du coup à chaque étape le rendu de notre composant. C'est-à-dire que le rendu qu'on a à droite, du coup, est un snapshot, une copie d'écran vraiment de la dernière étape. On peut revenir en arrière pour voir au fur et à mesure ce qui va se passer. L'exemple, par exemple, quand on va vouloir remplir un champ et s'attendre à qu'il y ait un message d'erreur qui apparaisse à des endroits clés, on va pouvoir le tester assez finement. Côté avantage, du coup, on reste toujours sur une solution de test automatisé. Donc, c'est des choses qu'on peut lancer en local, mais qui vont nous suivre jusqu'à la CI, sans devoir faire de code en plus. Et là, cette fois-ci, c'est vrai qu'on a une exploration aisée de nos tests de composants. On va pouvoir aller pointer facilement sur chaque test avec juste un seul clic via l'interface de Cypress, sans devoir aller dans chaque fichier, faire des modifications de code ou lancer unitairement un test.
Son inconvénient, c'est que finalement, c'est un outil pour les développeurs. Vous me direz, c'est pas forcément un mal. Heu, Ça en fait un outil qui est très, très bien, mais qui par rapport du coup au prochain outil, du coup, a ses limites. Son prochain outil, c'est Storybook. Storybook, c'est un outil, qui est vraiment spécialisé, lui, dans les composants visuels. Son idée, c'est ça va nous permettre de faciliter le travail de développement de nos composants en isolation, comme on a le cas jusque-là, de pouvoir même les documenter les composants, mais j'ai même généré toute une documentation autour pour notre projet, de les tester, on a des solutions de test automatisé avec, et de les partager, parce que ça va être un de ses gros avantages, c'est qu'il va nous permettre de délivrer une application qu'on va pouvoir héberger n'importe où et pouvoir commencer à travailler avec d'autres personnes. Là où les solutions avant sont très individuelles, si on travaille derrière notre ordinateur à tester notre composant, là on va pouvoir exposer le résultat qu'on a fait à l'externe et pouvoir commencer à avoir une base de référence en termes de dialogue avec d'autres personnes de l'équipe, que ce soit des développeurs, que ce soit des personnes qui vont faire de la recette, des testeurs, l'AMOA, différentes personnes qui vont venir interagir avec nous autour du projet. L'interface, je vais les manipuler un petit peu, parce qu'elle est dans une iframe là. L'interface ressemble à ça, c'est quelque chose qu'on va construire véritablement, qui va permettre du coup d'aller rendre des composants en isolation et de pouvoir aller par contre la jouer vraiment complètement dessus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir un rendu là qui est un peu plus dynamique de nos composants. Ça reste isolé. L'objectif, c'est pas aller de faire des appels API et d'aller refaire le fonctionnement de notre application et de faire tourner notre application dedans. Mais ça permet déjà d'avoir une interaction et ça permet aussi également d'avoir une expérience de customisation finalement du comportement. Par exemple ici, je vais pouvoir changer. Il ne va pas se mettre en live. Non, hop, je me trompe. Je peux changer du coup le titre qu'on a en haut en live pour mettre ce que je veux. Donc, qui est vraiment très pratique parce que du coup, en live, je vais pouvoir tester différents comportements visuels. Si je commence à voir du coup un titre qui est trop long, si je commence à voir des choses qui peuvent se chevaucher les unes sur les autres, je vais pouvoir tester ce comportement-là. Un comportement souvent qui arrive assez tard finalement dans son observation dans des projets, puisqu'on va souvent avoir des maquettes où tout paraît bien, tout paraît beau, tout tient sur une page, et finalement quand on commence à mettre des vraies données, ça déborde de partout. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, et qui fait que du coup on a plein de composants comme ça qu'on va pouvoir faire vivre. Storybook, du coup, c'est un livre de story. Donc chacun de ces éléments, c'est une histoire qu'on raconte finalement. On place le composant dans un contexte et on est capable de l'observer. C'est un outil du coup donc qui va permettre de documenter avec tous ces éléments qu'on va pouvoir avoir, mais c'est un outil qui va pouvoir nous permettre de développer aussi en live, puisqu'on a une fonction de hot reloading qui fait que tous les changements dans notre code vont être reproduits ici. Donc on reste en isolation, on n'a pas besoin de tout le bruit qu'on a autour dans nos applications. Et on va pouvoir aussi faire des tests, et des tests à différents niveaux. Déjà parce que du coup cette librairie a été vraiment pensée pour le développement, qui fait que en live, avec toute une série d'add-ons, je peux m'amuser à redimensionner l'écran pour voir comment il va se comporter sur différentes tailles d'écran. Qui est ajouté ici, je peux aller identifier chaque élément du DOM pour voir du coup lequel est lequel. Je peux aller simuler différents types de déficiences visuelles pour voir finalement comment chaque utilisateur va pouvoir avoir un rendu réel de par ses yeux du résultat de l'application. Et donc, il y a plein de choses comme ça que je peux modifier. Je peux aller modifier différentes couleurs comme le background, gérer du coup un light theme et un dark theme. Il y a plein de choses que je peux faire pour vraiment avoir là quelque chose qui est un outil qui est vraiment pour les développeurs, mais également qui s'étend du coup à d'autres publics. Ici, je suis sur un exemple qui est vraiment du coup du listing de composants, mais c'est souvent très utilisé aussi pour faire du design system. On est capable d'aller remplir des fichiers Markdown dans lesquels on va indiquer du coup tout l'ensemble de couleurs par exemple qu'on va utiliser dans l'application, la typographie, les intentions qu'on va vouloir mettre sur du texte. On peut aller du coup aussi loin qu'on veut. C'est un outil qui est assez sandbox sur ça. Ces avantages, c'est qu'on va aller pouvoir du coup vraiment la tester l'état de nos composants. Le composant lui passe des props, voilà, ces fameuses props, on va aller pouvoir les modifier juste avec un petit champ d'input qu'on va retrouver dans cette interface pour voir comment ça se passe. C'est un outil qui peut
du coup servir de documentation et du coup d'intégrer un design system. Et puisque c'est une application statique qui va être buildée, on va être capable du coup de l'héberger où on veut. Et c'est assez souvent utilisé. On a de plus en plus d'entreprises qui mettent de manière publique du coup leur fameux storybook. Euh, du GitHub, du GitLab, on a Carbon pour React, euh, on a Clever Cloud qui est basé à Nantes, qui le remplit aussi. Il y a plein de possibilités. Ça permet de montrer un peu ce qu'on fait euh, au niveau extérieur. Et pour des projets de librairie UI, c'est très pratique parce que ça fait une documentation vraiment autoportée. Les désavantages, par contre, c'est le coût de maintenance, parce que du coup, là, on est sur quelque chose où il faut vraiment organiser la façon dont ces éléments vont arriver du coup sur cette interface. Donc, il faut s'assurer du coup qu'au niveau de l'équipe de développeurs, il y a bien une bonne conscience par rapport à ça, et s'assurer que du coup tout changement soit bien reporté dessus pour que tout reste organisé de la bonne façon. L'architecture qu'on voyait sur la gauche avec la navigation, c'est vraiment souvent qu'avec un string qu'on va passer qui va permettre de structurer et de savoir comment les éléments s'organiser les uns par rapport aux autres. Donc ça demande une certaine rigueur. Et par défaut, ça reste du test manuel du coup. C'est vrai que si je fais un changement à ce niveau-là, ça ne va pas forcément se répercuter de la même façon dans l'application. Par contre, du coup, il y a des améliorations qui ont été faites. On avait déjà quelques tests avec gestes qui étaient possibles, des tests aussi de snapshot pour les tester du coup en pixel perfect. Et on a même également maintenant des tests d'interaction. Donc on va pouvoir aller faire des opérations de clic, des opérations d'input sur des champs, et pour arriver du coup à avoir déjà des tests qui sont réalisés. Euh, et du coup, en dernière solution, qui est un peu en décalage par rapport aux autres, mais qui peut être très très intéressant, c'est Preview.js. Preview.js, c'est le deuxième projet fait par le même auteur qui avait fait son premier projet qui s'appelle React Preview, donc qui avait le même objectif mais limité à React. Preview.js du coup est arrivé assez récemment. Euh, il s'est détaché du coup de React Preview qui est aujourd'hui en maintenance de sécurité, hein, il n'y a plus d'efforts de fait dessus, parce que Preview.js aujourd'hui utilise toute la technologie de Vite, comme de nombreuses solutions aujourd'hui de tools, pour finalement targeter tous les frameworks, donc comme les autres, hein, du Svelte, du Vue, du Solid.js, du React. Je ne l'ai pas testé pour Angular, mais je pense que ça demandera aussi quelques ajustements. Et voilà. Si je reprends juste la structure très basique de ce que j'avais à l'écran tout à l'heure quand je faisais le rendu du composant React, finalement c'est ça, hein, c'est un peu de DOM un peu imbriqué. Ce qui se passe, c'est que Preview.js, oui, c'est avant tout une extension VS Code, une extension qui est également disponible pour les IDE JetBrains. Donc son gros avantage, c'est que ça ne va pas demander dans son usage d'aller trifouiller dans le code. Donc c'est un usage, c'est pour ça qu'il est un peu atypique par rapport au reste, c'est que c'est un usage qui est un peu différent, mais qui est facilité justement par cette pratique par l'extension. Et qui fait qu'une fois qu'on a ajouté l'extension, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec une copie d'écran un peu sale, on a juste du coup qui vient se rajouter dans nos IDE une ligne avec open le nom de la fonction, le nom du composant in preview.js, et en cliquant dessus, du coup, on va avoir un rendu de la même façon de notre composant. On a quelque chose qui est en hot reloading, donc si on va modifier notre code, ça va se modifier en direct, donc ça va permettre là, en tant que développeur, de voir du coup du rendu qui apparaît assez vite. Il y a un peu de bruit autour pour faire de la pub après Vue.js. Globalement, après, on peut juste le lancer aussi dans un navigateur à part si on veut. On a une deuxième fonctionnalité, une fonctionnalité assez mère dans Preview.js, c'est que si on utilise du TypeScript, et il faut, il va être capable de détecter du coup tout le typage qui est fait, et là en particulier du coup en rajoutant des props, de détecter qu'il y a un titre, et à partir de là, quand on va ouvrir du coup Preview.js, il va nous rajouter un petit onglet en bas qui est Properties, qui est finalement, alors qui ressemble à un shell, mais finalement qui est juste un texte area, et on va être capable d'aller modifier notre title, notre string à la fin, pour lui mettre n'importe quelle valeur, et en live, ça va se mettre à jour. Donc, on va retrouver
manière un peu plus brute, finalement, ce qu'on avait aussi sur Storybook, où là, finalement, c'était vraiment des champs d'input, c'était un peu plus joli. Et donc ça, c'est possible du coup directement avec du typage. On a une autre solution que les extensions VS Code, les extensions avec les idiots JetBrains pour Preview.js, c'est la CLI. Donc il y a une CLI qu'on peut installer et en tapant un petit Preview.js à la racine de notre projet, bah là il va faire un gros travail, c'est qu'il va aller explorer tout notre projet, récupérer l'arborescence. Donc, par exemple, j'ai un dossier Stories dans lequel j'ai un dossier Atoms, et dedans, il a détecté que finalement, j'avais 3 fichiers TSX qu'il pouvait exploiter, avec chacun, du coup, un composant. Donc, il va m'extraire, du coup, tous les contextes qu'il va pouvoir utiliser pour me permettre d'aller explorer directement, avec un simple clic, du coup, dans cette navigation latérale sur la gauche, chaque composant pour voir le rendu. Donc, c'est assez intéressant parce que là, du coup, ouais, avec une seule commande, donc l'installation d'un package dans le projet ou en global, mais après, avec une seule commande, bah, il va faire de l'exploration sur l'ensemble du projet. Il y a quelques clics qui seulement, on va pouvoir aller voir chacun de nos composants. Et encore une fois, surtout, finalement, on rajoute pas de code dans le projet. On a rien de particulier à ce niveau-là. Donc, c'est une solution très intéressante. C'est une solution qu'il a créée du coup en se basant un petit peu déjà sur ce que faisait Storybook, en se disant bah, puisque finalement j'ai déjà quelque chose qui rend des composants, qui est capable de détecter les props, peut-être aller plus loin. C'est quelque chose qui sera peut-être encore enrichi après. C'est comme de nombreux projets open source. Là, c'est un projet sur lequel de base, du coup, le contributeur, le créateur n'est pas financé. Donc, il commence à avoir quelques features qui commencent à mettre en version pro, en version payante, justement, pour financer ça. Mais il y a quand même tout un panel de fonctionnalités très, très intéressantes en version gratuite. Du coup, ces avantages, c'est vraiment une facilité d'utilisation, hein. Ça va très vite. La facilité d'intégration aussi, hein, on a juste une extension ajoutée. Le CLI, hein, très rapidement, une commande, et là, on a tous nos composants qui sont exploitables qu'on va pouvoir trouver. Et le changement live des props. On change des petites choses, on voit le résultat en direct. Les inconvénients, on reprend finalement les problématiques qu'on avait au début, c'est du test manuel. C'est que une fois qu'on a testé visuellement, on n'a pas de garantie du coup faut retourner dessus pour s'assurer que ça n'a pas changé. Mais ça peut rester très intéressant. On a toujours des problématiques, hein, faut en être conscient, c'est que rajouter du coup toute une suite de tests dans un projet peut être long et compliqué. Là, ça peut déjà donner une première approche, un premier outil de debugging. Si vous connaissez pas la Hype Cycle, du coup, qui permet de représenter un petit peu où en sont des projets dans leur cycle de vie, en fonction du temps dans un sens et par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Et donc c'est tout projet, tout fonctionnement dans la vie passe un peu par là. Il y a le lancement, on rêve un petit peu, on se dit qu'on va avoir des attentes surdimensionnées. Forcément, on voit que ça se casse un peu la tête, donc ça redescend dans le creux des désillusions. Ça remonte sur la pente de conciliation pour finalement atteindre un niveau qui est stable. Aujourd'hui, du coup, par rapport à ce que je vous ai présenté, sur ce plateau qui est stable, où quand tout va bien, on se trouve à Storybook, hein, qui est quand même assez connu par la communauté, qui est très stable. On est là sur la version, même si on a une version 7 qui arrive, qui va changer pas mal de choses, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On retrouve au même niveau Cypress, même autant sur sa solution d'automatisation en test end-to-end, mais également sur la partie de component testing, qui depuis du coup 2 versions est sorti de sa version bêta. Et par contre, du coup, on retrouve un peu tous les autres qui commencent à grimper au niveau du sommet des attentes, puisque du coup, on est sur des outils qui ne sont pas encore en version stable, donc qui expliquent qu'ils sont pas encore en haut, et parce que du coup, il y a encore pas mal d'attentes, il y a encore pas mal de possibilités qui sont à voir dessus. Donc, à la fois Just Preview et Preview.js, qui sont un petit peu la même base en fait sous le capot, et Playwright Component Testing, qui, même si il a pas mal de bases, on reste sur la version bêta, il y a encore pas mal de tests à faire. Je pense on arrive en haut du sommet, et il va falloir faire attention au creux. Que je repartagerai du coup plein de liens sur toute la documentation, Just Preview, Vitesse Preview de son petit frère, les deux solutions de component testing avec Playwright et Cypress, Storybook et Preview.js. Et voilà pour moi. Merci de votre attention.
que vous avez des questions? Je peux répondre. Je l'ai répété. Donc la question c'était est-ce que Cypress c'est une version payante ou gratuite? Cypress, oui. Alors du coup c'est vraiment une équipe, comme je disais, qui a besoin de se financer pour continuer à travailler. Par contre, Cypress en lui-même est gratuit. Là où il y a une solution payante, c'est Dashboard, ce qu'ils appellent Dashboard. En fait, c'est une solution qui va permettre d'aller suivre en fait tout ce qui va se passer sur la CI. Parce que ce qui se passe sur SCL, souvent, ce qu'on va voir, c'est des logs, ça marche pas. Là, ça va permettre d'extraire vraiment des informations, de prendre des screenshots, même de faire des vidéos finalement de l'exécution des tests, puisque finalement on reste sur du test via navigateur, donc de voir finalement où ça a coincé au niveau des tests, donc qui est très sympa. Sachant qu'au pire des cas, si on est intéressé par dashboard mais qu'on n'a pas le financement, il y a une solution open source équivalente qui porte malheureusement bien son nom, qui s'appelle Sorry Cypress, qui permet sur la même chose en open source, donc qui est géré par une équipe dédiée, hein, et qui finalement a les mêmes problématiques parce qu'eux-mêmes ont aujourd'hui du coup une solution qui est payante aussi, histoire de se financer. Mais il y a des solutions. En tout cas, le cœur de Cypress pour toutes les fonctionnalités qu'on a besoin, c'est entièrement gratuit. Donc moi j'ai une question. Par rapport à toutes les solutions que tu as présentées, elles semblaient surtout utilisables par rapport au framework React.js. Est-ce qu'elles peuvent être utilisables sur d'autres frameworks web comme Django, même Flask ou Angular? Non, la majorité, on est sur. C'est vrai qu'on a l'écosystème Vite en fait qui a fait que sur les derniers outils modernes, tout le monde va dessus en fait c'est surtout ça aussi qui a facilité l'émergence de ces outils. On le voit avec Preview.js. En fait, sa version précédente c'était React Preview. Donc on voyait que finalement on était sur une limitation le même auteur avec les mêmes contraintes du coup a été capable d'étendre rapidement. Alors sur Angular, ça dépend. En fait, ça va dépendre surtout aujourd'hui de la façon de décrire nos composants avec Angular. En fait, le Angular a pas mal de logique en interne, de transformers, de fonctionnement avec les constructeurs de ces composants qui complexifient en fait son usage en dehors finalement d'Angular. Et en fait, l'idée, c'est avec les changements modernes qu'on a eu avec Angular, les standalone components, le fait de pouvoir avoir l'injection du coup qui est plus facilement qu'on peut sortir du coup du constructeur. Il y a pas mal de choses qui permettent justement de pouvoir se brancher à vite en fait plus simplement qu'on y pensait et de pouvoir y aller. Donc là, je crois qu'il y a que Preview.js qui ne permet pas de travailler avec Angular. Mais je pense que ce serait juste un ajustement parce que pour Just Preview, c'est un membre de la communauté Angular qui a contribué pour améliorer ça. Donc, Voilà. Donc, il y a une question. alors, en fait, c'est tout l'avantage avec justement du Cypress ou du Playwright, c'est que du coup, ils communiquent via en fait, en entrée, ils communiquent différemment, mais au même résultat, ils communiquent avec les DevTools des navigateurs et qui permet en fait d'aller jouer sur tous les appels réseau en fait et d'aller intercepter ça. Donc, il est possible en fait d'intercepter tout appel, alors pas pour le bloquer parce que sinon l'application ne va pas fonctionner, mais pour tester vraiment tout type d'usage, soit renvoyer du coup un mock de données, mais également ce qui est intéressant, c'est tester on peut faire un délai un délai pour s'assurer par exemple qu'un spinner de chargement va bien s'afficher, jouer sur des codes de statut, envoyer différents codes de statut sur les différents messages d'erreur qui doivent s'afficher. Donc on est capable de jouer à fond et ça c'est vraiment génial à ce niveau-là justement pour tester facilement parce que c'est une des problématiques si on est dans le contexte de l'application, c'est que logiquement tout va bien et du coup tous ces comportements déviants du coup avec le réseau, du coup on n'est pas capable de les tester ou alors de manière très occasionnelle.